Je le démarre. Bonsoir, bienvenue dans cette émission Rencontre en direct. Alors, comme j'expliquais à Richard, Zoom normalement m'autorise à diffuser en direct aussi et sur YouTube et sur Facebook. Et puis, ça ne marche pas. Donc, ceux qui doivent arriver arriveront. Nous, on commence. Et puis, de toute façon, vous aurez bien sûr le replay. Donc, mon invité ce soir est Richard Lamotte. Avec lui, on va apprendre. Oui, bonjour, bonsoir Richard. Yes. Et avec toi, en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut accomplir plus quand on est un professionnel, quand on a une entreprise aussi, et surtout comment on fait plus avec moins de stress. Donc, quelque chose de plus léger, quoi. Donc, Richard, Oui. Lamotte, comment on s'est rencontrés tous les deux? Je crois que c'était un concours de circonstances, on s'est dit bonjour et puis hop, c'était parti, c'est ça? Je crois que oui. Je me souviens pas. Je me souviens pas en fait comment on s'est rencontrés. Je sais que ça a été rapide. J'ai dit bonjour, je t'ai ajouté. Je pense que je t'ai ajouté ou tu m'as ajouté. On s'est dit Oui. bonjour, puis pouf, on s'est parlé. C'est génial en fait quand les choses sont simples comme ça, hein. Et alors, Ouais, nous ouais, en ouais. Bretagne, moi je suis en Bretagne et ça fait 3 jours qu'on a de la neige. Alors, on a genre ça de neige, tu sais, et ça change Mhm. la vie de tout le monde. Ça stresse d'ailleurs beaucoup de gens. Il y a eu les écoles qui ont fermé, plus de bus, etc. Donc, de ton côté, toi au Canada qui avait des centimètres comme ça de neige, ça doit bien vous faire rigoler. Mais en tout cas, nous, on a adoré ces petits jours de congé. Oui, ben en ce moment, on n'a pas loin d'un mètre de neige. 1 mètre de neige. Ah bah oui, Oui. vous êtes les champions du monde en même temps. Bon alors, c'est quoi ton parcours, Richard? Qu'est-ce que tu faisais avant de faire Ben, du mon Mind parcours, Dojo? avant de faire du bandojo, mais avant, moi, j'étais gérant en restauration. Éventuellement, j'ai commencé à trouver de l'intérêt pour la spiritualité, pour les quêtes de sens, ces trucs-là. Et j'ai posé des questions, j'ai cherché. Et finalement, moi qui ne voulais pas aller à l'école, je me suis ramassé à faire un bac. Le bac, c'est le premier niveau d'université ici au Québec. Puis je trouvais ça intéressant, mais c'était trop général. Tu sais, c'était en théologie. Puis comme, à un moment donné, c'est le fun, mais j'ai fait le tour. Mais je me suis rendu compte que ce qui me passionne, moi, c'est vraiment l'être humain. C'est son développement. C'est comment est-ce qu'il se développe, comment est-ce qu'il apprend à croire, comment est-ce qu'il forme son identité. Ça, c'est ça qui me fascinait, de pouvoir accompagner les gens et d'être un acteur positif dans la vie de quelqu'un d'autre qui veut vivre cette transformation-là. Donc, j'ai fait ça, j'ai fini mes études, puis après ça, j'ai fait comme, c'est cool, c'est bien, mais il me semble que je sais rien encore. Puis c'est toujours le cas, je sais toujours rien. Plus que j'en apprends, plus que je me rends compte, j'en sais pas, je sais pas. L'être humain est un merveilleux mystère qu'on découvre ensemble quand Hmm. on travaille ensemble. Alors, j'étais à la maîtrise, une belle maîtrise qui a une belle appellation, ça s'appelle Développement psychospirituel et intervention humaine. J'étais comme, waouh, c'est super beau comme projet, Ouais, moi, ça m'a ça doit faire du sens. impressionné quand tu m'as donné ton titre universitaire. J'ai fait waouh! Ouais. Ben, à l'université, quand on utilise des grands mots comme ça, c'est surtout parce qu'on ne sait pas exactement comment le définir. C'est qu'on donne des gros mots intelligents pour dire faire à semblant qu'on sait ce qu'on dit. Mais Mais ultimement, de fil en aiguille, excuse-moi, j'ai un appel. Ouais, bah, c'est ça le direct, hein. Ah, vas-y, réponds. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas répondu. En tout cas, donc, mais de fil en aiguille, en fait, ça m'a apporté ce que j'avais besoin parce qu'il y avait un stage à ce endroit-là, puis le stage se faisait en milieu hospitalier. Et c'est là que j'ai découvert que ce que je voulais devenir, ça s'appelle un intervenant en soins spirituels, parce que je ne le savais pas à la base que ça existait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne principalement au Québec, en fait, on est dans les hôpitaux. J'aimerais ça qu'on soit dans beaucoup d'autres milieux. C'est pour ça, d'ailleurs, une des raisons, en fait, pourquoi j'ai parti le volet où j'ai le Mind Dojo. Mais on accompagne les gens qui souffrent. On accompagne les gens dans les deuils, les gens qui vivent de l'anxiété, qui vivent de l'angoisse, qui vivent des difficultés au niveau de l'acceptation. Donc, si tu vis de la souffrance à l'hôpital, bien, normalement, il y a quelqu'un comme moi au Québec qui va venir t'accompagner, t'aider, pour apporter ne serait-ce qu'un baume ou une écoute pour t'aider à passer à travers ce moment difficile-là. Malheureusement, ben, les hôpitaux étant ce qu'ils sont, je te vois, tu es dans l'hôpital, je rentre dans la chambre, je fais mon intervention, puis après ça, ben, tu quittes l'hôpital.
Puis cette transformation-là, ultimement, ben, c'est un peu un format plaster, diachylon. Donc, je mets un petit collant sur le bobo, là, puis là, tu vas mieux. On met un petit peu de crème, mais ça ne va pas nécessairement guérir la blessure émotionnelle. Je me suis rapidement rendu compte que si la personne, elle vit une crise, elle arrive à l'hôpital, mais si j'avais pu la voir 2 semaines, 3 semaines avant, travailler avec cette personne-là, bien, une fois que la crise elle arrive, bien, on en parlait, de faire plus avec moins, mais c'est d'arriver puis d'être capable d'avoir déjà les ressources pour faire face à ce stress-là, à ce bris de normalité, à cette crise, à ce changement-là, avec élégance, parce que j'ai les ressources à l'intérieur pour y faire face. Donc, ça, c'est mon background au niveau scolaire, comme j'ai évolué dans cette sphère-là de fil en aiguille. Mais quel a été le déclic? C'est quoi? Une rencontre, une lecture, quelque chose que tu as vu à la télé? Qu'est-ce qui t'a fait dire, oh là là, moi, il y a un truc là au niveau spirituel, au niveau énergétique, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais j'ai envie d'aller voir, d'aller creuser la question. Ça a été quoi ce déclic? Le déclic, c'était un de mes employés, en fait, à l'époque. J'étais gérant en restauration. Et en fait, une de mes employées, elle était d'affiliation chrétienne. Et j'ai été hyper résistant par tout ce qui est spirituel et religieux parce que si ce que tu me dis n'est pas concret, si ce que tu me dis ne fait pas de sens, je vais le rejeter rapidement. Et on m'a demandé, nous on fait comme confirmation, première communion, ces affaires-là quand on était jeunes. Ma mère, c'était important pour elle que je le fasse, comme ça, c'était fait. Mais il n'y a personne qui avait été encore capable de me communiquer un sens à travers tous ces schémas de pensée-là, ces thématiques-là. Jusqu'à ce que je parle avec cette personne-là, puis là, j'y pose des questions parce que je ne suis pas fermé. Je rejette rapidement, mais je ne suis pas fermé. Puis, je fais comme, hey, c'est bizarre parce que ce que tu dis, ça résonne. Je comprends ce que tu dis, puis ça fait du sens pour la première fois. Je dis, ben écoute, je vais lui laisser une chance, je vais regarder ça, qu'est-ce que c'est. Et de fil en aiguille, ben, j'étais à son église, j'ai appris à connaître certaines choses, j'ai appris à me développer. C'est là que j'ai rencontré j'ai eu accès au bac finalement parce que j'avais des références. De fil en aiguille, ça a été là. Le déclic, ça a été simplement une question qui faisait du sens. Cette question, tu t'en souviens? Non. Je me souviens ce que je faisais, par contre. Oui. Je me souviens que j'étais en train de faire un Whopper, c'est un hamburger. J'étais au stade de mettre le ketchup et c'est à ce moment-là que j'ai fait comme ah, ça fait du sens. C'est génial. C'est à ce moment-là que moi, j'ai eu un déclic. Mais c'était il y a combien de temps, en fait? Est-ce que c'était hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Ça fait combien de temps, ça? Oh, ça fait longtemps. C'était en 2008, 2007, 2006, dans ces eaux-là. Ça fait qu'on est en 2020, ça fait comme pas loin de 14-15 ans. Hein. Donc, quand toi, tu étais dans le doute et dans le rejet de ces idées un petit peu que tu trouvais peut-être un peu ridicules, ça veut dire que ton entourage, il était aussi un peu dans ce mouvement de pensée ou il n'y avait que toi? Quand je dis entourage, c'est la famille, les amis? Rejet est un grand mot parce que c'est surtout plus je m'en fous serait le mot que j'utiliserais. C'est-à-dire, si ce que tu me dis ne résonne pas, je ne vais juste pas y accorder d'attention. Je vais passer à d'autres choses, faire des choses qui font sens pour moi. Donc ça a toujours été clair. Mon père m'appelait le chercheur. Mes collègues dans mon stage m'ont appelé l'explorateur. Donc ça fait partie de ma nature. J'explore, je recherche. Je ne sais pas ce que je cherche, mais je le cherche pareil parce que j'aime ça explorer la nouveauté puis connecter avec ce qui fait sens, avec ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est vrai. C'est que comment j'étais avant. Mon entourage est peut-être pas tant chercheur que ça. Je ne sais pas exactement comment répondre à ça. Non, mais c'est chouette. En fait, c'est merveilleux ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle de spiritualité, déjà, qui confondent avec la religion. Et puis ensuite, surtout si c'est un homme, j'ai remarqué ça, c'est chez les hommes, alors les femmes, elles vont être peut-être avoir tendance à se dire, ah, tiens, et pourquoi pas?
Mais un homme, souvent, à qui on parle spiritualité et qui n'a pas du tout été sensibilisé sur le sujet, il peut se dire: «Oh là là, mais ça, c'est des conneries, ça, tu vois, ça, c'est, oui, comme toi, dire ça m'intéresse pas.» Et en fait, c'est intéressant de t'entendre parce que finalement, tu dis effectivement, si ça me touche pas, je vois pas pourquoi j'y accorderais de l'attention. Et puis, il a fallu cette phrase qui t'a fait, qui t'a donné envie de passer le cap de eh ben, et si j'allais voir un petit peu ce qui se passe. Et en même temps, tu es très humble parce que tu dis, j'ai obtenu une maîtrise, j'ai fait des études pour ça, mais je suis toujours en train d'apprendre. Et ça, je trouve ça merveilleux aussi de la part d'un coach, enfin d'un praticien en bien-être ou en développement personnel, d'avoir cette franchise aussi, de dire, ben, moi j'ai appris des choses, peut-être que j'en sais plus que toi, mais je suis toujours en train d'apprendre aussi. Mhm. Mhm. C'est Oui, important. ben c'est une des qualités premières. Les gens viennent me voir et disent Richard, je devrais choisir qui? Puis j'aimerais ça me faire accompagner par un psy, par un médecin, par quelque chose. Je vais toujours répondre la même chose. Est-ce que ton médecin est suivi? Est-ce qu'il est suivi par un superviseur, quelqu'un qui l'aide à s'améliorer? Est-ce que ton psychologue a quelqu'un qui. Est-ce qu'il voit un psychologue? Est-ce que ton coach a un coach? Est-ce qu'il y a des gens qui l'aident à cheminer? S'il n'y en a pas, engage-le pas. Mm. Il y a pas ce mindset de croissance-là. Il est juste dans. Puis là je vais dire des mots forts, mais une personne qui dit tout le monde a besoin de mes services, sauf moi, pour moi, il y a une énorme incohérence. Oui, Si je peux aider les gens et que ce que je fais, c'est bénéfique pour les gens, pourquoi est-ce que moi, le premier, je ne voudrais pas en profiter? bah, évidemment. Et puis en même Mhm. temps, de toute façon, enfin en tout cas moi, c'est aussi ma façon de fonctionner, c'est quand j'aide quelqu'un, je m'aide aussi par la même occasion. Alors parfois, on ne sait pas à quel niveau on s'aide, mais automatiquement, ça nous fait avancer, ça nous fait découvrir de nouvelles choses, peut-être de nouvelles, comment, un potentiel qu'on ne se connaissait pas aussi parfois, selon les gens que l'on rencontre. Et c'est ce Mhm. miroir qui vont nous renvoyer et qui vont nous dire, ah bah ouais, tu es sur la bonne voie, vas-y, continue, et ça te fait du bien et ça lui fait du bien, c'est génial. Mhm. Oui, oui. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça parce que je me demandais, ben, c'est quoi notre place à nous dans le monde, les accompagnateurs? Puis parce que je donne et je reçois. Ultimement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est payé pour notre égoïsme sain. C'est que je fais les choses pour moi parce que ça me fait du bien. J'ai eu une job où j'accompagnais des adolescents. J'ai été 4 ans avec eux où j'accompagnais pendant l'adolescence, qui est une belle période charnière, la plus belle job de ma vie. Mais toutes les activités que je faisais et que j'organisais, c'est parce que c'était les activités que moi, j'avais envie de vivre avec eux. Puis ça donnait que par hasard, ou plus ou moins par hasard, que ben, c'était super bénéfique pour eux et c'est ça aussi qu'eux avaient besoin d'apprendre. Mm. Mais c'est ça. Donc, je me considérais comme un égoïste. Donc, je pense à moi. Puis apparemment, quand je pense à moi et que je suis bien, ben, ça fait du bien autour de moi aussi. Et ben, ça, c'est une règle à retenir, effectivement, parce que si on s'apporte des choses qui nous font du bien, automatiquement, on peut mieux donner aux autres aussi. C'est un message d'ailleurs que j'ai reçu ce matin. J'ai fait avec une amie un décodage biologique et le message de mes guides, c'était celui-ci. Prends soin de toi, OK. enfin, pense à prendre soin de toi aussi. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a envie d'aider les gens, on part, tu vois, on est à fond là, la tête dans le guidon, à pédaler. Et puis parfois, on fait plus pour les autres que pour soi-même. Et j'ai adoré ce message de ce matin. Donc, c'est aussi ce que tu dis ce soir. Et le Mind Dojo, alors, dans tout ça, c'est venu comment et c'est quoi? Et est-ce que, parce que j'ai fait des recherches sur Internet, c'est relativement nouveau, il n'y a pas grand-chose. Et j'ai juste vu que c'était une nouvelle technique en neurosciences, en fait. OK. OK. Ben écoute, c'est intéressant. C'est intéressant. Le Mind Dojo, en fait, c'est un écosystème. C'est un endroit que j'ai créé, un endroit sécuritaire pour les gens qui veulent en apprendre plus sur leur stress, sur leur performance, sur leur spiritualité, où ils peuvent poser leurs questions, où ils peuvent recevoir de la valeur et du contenu par rapport à ça. Euh, ultimement, c'est ça à la base, c'est le Mind Dojo. Au-delà d'une technique,
c'est une communauté, c'est un écosystème sécuritaire pour les gens qui veulent en entendre parler. C'est un écosystème, par contre, où on n'a pas de touristes. Donc, on a un système en place, je m'efforce d'humaniser la relation le plus possible pour pouvoir entrer en contact, moi ou quelqu'un de l'équipe, parce qu'à un moment donné, j'arrive plus, d'avoir un contact humain avec chaque personne qui est dans le groupe. Et ceux qui ont besoin d'accompagnement. La technique que j'ai mise en place, qui est inspirée, entre autres, par plusieurs de mes mentors. Donc, j'ai pris ce qui fonctionnait pour moi, je l'ai mis ensemble, puis j'ai créé quelque chose pour accompagner les gens de manière le plus efficace possible et que ça dure dans le temps. Puis ça, le programme, ce n'est pas le Mind Dojo, je l'ai appelé Force et Courage. Le principe est simple, à chaque fois que tu fais preuve de courage, tu gagnes en force. Donc, on va faire preuve de courage, on va sortir de notre zone de confort, on va aller explorer des nouveautés en nous. Puis à chaque fois qu'on va faire ce petit pas-là, qui nous demande du courage, ce petit pas-là où on va affronter nos peurs, où on va comprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, mais on va gagner en force et en qualité d'être. Donc, ce petit pas-là, c'est le petit pas qui me fait peur. C'est juste me dire, oula, là, si j'y vais, là, c'est un petit peu risqué, mais j'y vais quand même. Oui, ça c'est un petit pas de courage qui nous fait grandir. Et le programme est fait dans le sens qui va nous faire peur. Le programme, il fait peur. Il met en contact avec soi d'une manière rapide pour pouvoir aller être en contact, avoir une rencontre avec soi. Mais toujours comme, tu sais, quand on travaille avec le physique, je peux dire, je vais faire des push-ups, puis là, je vais faire 700 push-ups d'un coup. Je peux me pousser, puis au pire, je vais être un peu raqué le lendemain. Mais quand on travaille avec le mental, quand on travaille avec la spiritualité, c'est l'effet inverse. Si on se fait violence, si on force, on va renforcer en fait le comportement négatif. On ne veut jamais pousser les exercices. On veut toujours, quand on travaille avec le mental, avec les petits bobos émotionnels, puis là je dis les petits bobos, mais pas pour les dénigrer, on doit toujours, puis là je dis vraiment, utiliser de la tendresse, de la douceur et de la compassion envers soi-même. Sinon, on fait juste empirer la blessure. Et je le dis souvent, on ne répare pas une fracture en frappant dessus. Est-ce que tu as un exemple concret, l'histoire de quelqu'un que tu as aidé par cette méthode et qui justement a fait ce pas, qui lui a fait franchir un autre, et puis un autre, et puis un autre? J'ai un exemple qui me vient en tête. On parle de solitude chronique ici. Donc, en ce moment, on est dans la thématique de la solitude, juste avant la Saint-Valentin, parce que c'est ça, pour beaucoup, c'est ça leur réalité. Et la solitude chronique, ce qu'elle fait, entre autres, c'est qu'à un moment donné, on en vient à créer des comportements, à créer des habitudes, des croyances, des perspectives qui vont devenir des auto-saboteurs. Donc, je vais vouloir avoir des résultats, mais il y a une partie de moi-même qui ne va pas vouloir. Okay? Puis là, on parlait d'être performant, c'est que quand tu n'es pas aligné, donc il y a une partie de toi qui veut quelque chose d'autre, puis il y a une autre partie qui résiste, tu dépenses une énorme quantité d'énergie, donc tu génères énormément de stress à forcer contre toi-même. Et c'est là qu'en délogeant ce stress-là, on gagne en performance, on gagne en fluidité et en élégance dans ce qu'on fait dans la vie. Au niveau de la solitude, c'est-à-dire, admettons, quelqu'un, OK, il s'est fait rejeter, il a essayé de dater, il a été rencontrer quelqu'un, puis là, il s'est fait rejeter, mais ça fait mal. OK? Donc, au fur et à mesure, s'il reste avec cette solitude-là, s'il reste avec cette douleur-là, elle va prendre de l'ampleur. Et à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est que tout son mental va créer des mécanismes de défense. Il ne faut pas qu'il soit en contact avec cette source de douleur-là. Mais si tu te forces, puis cette personne-là, ça fait des années qu'il est comme ça, puis il se force, puis il s'en va faire du speeding, ça se peut que rejet après rejet après rejet, parce qu'il a créé des mécanismes pour se faire rejeter, pour saboter ses relations. Rejet après rejet après rejet, ce que ça va faire, c'est que ça va renforcer cette douleur-là, ça va renforcer son... Tu le vois, de toute façon, il n'y a personne qui t'aime, il n'y a personne qui te désire. Et l'idée, ce serait d'aller chercher, d'aller reconstruire. Là, on parle d'un foyer, donc aller mettre un peu tranquillement du bois dans le feu à l'intérieur pour tranquillement, pas vite. On va juste faire des petites preuves. On n'est pas obligé d'aller à fond, mais juste un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas. Puis au moment donné, on se rend compte que le feu il est bien parti, qu'il y a des ressources à l'intérieur qui sont suffisamment fortes. Puis là, on est capable de faire des choses qui nous étaient impossibles. Qui nous semblait impossible une semaine avant ou quelques jours avant. Quoi. D'ailleurs, c'est toujours la question quand les gens font « j'aime faire un accompagnement de 3 mois », puis pour commencer, puis
c'est toujours la même question les mêmes questions que je pose à la fin. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui qui était impossible pour toi il y a 3 mois? Et normalement, j'ai des gros textes. Je n'étais pas capable de dire ça, je n'étais pas capable de m'affirmer, je n'étais pas capable de mettre mes limites, je n'étais pas capable de faire énormément de choses comme hey, je ne dormais pas, maintenant je suis capable de dormir mes nuits, je suis capable de m'affirmer devant les boss, de mettre mes limites, de dire ce que je veux, d'être vrai avec moi-même, de passer du temps de qualité avec mes enfants sans passer à plein de choses. On découvre que petit pas par petit pas, on ne se rend pas compte, mais on avance. Et quand on regarde derrière, on se rend compte que le chemin parcouru, il y a énormément de choses que je ne pouvais pas faire avant, puis que je peux maintenant. Puis Ça me fait c'est penser tout à fait au humain. livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Tu sais, je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre. L'effet cumulé, le compound effect? L'effet cumulé, non. Et là, il parle de, par exemple, il dit, imaginons dans notre vie, si on faisait juste une chose différente, mais des fois des choses qui ont l'air de rien, mais cette petite chose, tous les jours, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, va produire des résultats énormes. Et il donne l'exemple d'un avion. Il dit l'avion, le pilote va le programmer pour partir, par exemple, du Québec et arriver à Paris. Et il dit s'il se trompe, ne serait-ce que de 0,5% dans sa programmation de trajectoire, il ne va pas arriver à Paris. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, c'est pour dire que de tout petits gestes, mais faits régulièrement, de toutes petites choses faits régulièrement, amènent à des gros résultats à la fin. Et l'idée, c'est vraiment d'être persévérant, en fait, de dire, OK, j'y vais, quoi. Quelqu'un qui veut maigrir, il pourrait se faire mal et dire, je veux maigrir de 50 kilos en 1 mois. Et là, ça va être très violent pour son corps et pour lui, parce que certainement qu'il se sera interdit plein de choses pour arriver à ce résultat. Maintenant, s'il se dit, je vais enlever peut-être juste un truc dans mon alimentation, mais sur la longueur, ça va forcément donner un résultat. C'est un peu ça que toi, tu mets en place aussi? Oui, oui, absolument. Ça fait du sens. C'est super bien expliqué d'ailleurs. Oui, je pense que j'avais pris conscience de ce livre-là, je vais avoir ma certification Mind Dojo. Yes, c'est ça. Alors, les gens viennent te voir pourquoi? C'est parce qu'ils sont en burn-out, parce qu'ils en ont marre du boulot, ils viennent te voir dans quelle situation, en fait? Bon, si tu es en burn-out, c'est trop tard. Si tu vis de la détresse émotionnelle, tu vas venir me voir, c'est correct, mais je vais te référer à un psychologue parce que tu as besoin de quelqu'un qui va avoir ces outils spécialisés que je n'ai pas pour pouvoir t'aider à te reconstruire. Moi, je travaille en prévention. Donc, qui est-ce qui vient me voir? C'est-à-dire, si tu es quelqu'un, un professionnel ou un entrepreneur, donc tu es quelqu'un qui est passionné par ce que tu fais, tu veux apporter du changement positif dans le monde, ça te tient à cœur, tu as envie de le faire, mais tu es conscient que c'est beaucoup de pression sur tes épaules et que cette pression-là, ce stress-là, a des conséquences sur ta santé physique, sur ta performance au travail, sur ta famille, tes amis, bref, sur tous les éléments de ta vie. Si tu es conscient de tout ce que je viens de dire, c'est le genre de personne avec qui on va travailler. Encore faut-il être conscient d'avoir Parce que parfois, quand on est stressé, on ne sait pas qu'on est stressé. Ce sont les autres qui vont nous le dire. Ils vont dire, dis donc, là, tu es un peu énervé. Là. D'ailleurs, on va peut-être encore plus s'énerver si on nous le dit. Donc, comment est-ce qu'on peut se voir pour se dire, bon, là, ça va vraiment pas, là, il faut que je fasse quelque chose? C'est difficile, en fait, parce qu'une prise de conscience, on ne peut pas la forcer. Et plus qu'on force, plus la personne va résister à ça. Et j'en ai vu des cas, des cas extrêmes de gens en cardiologie. La cardiologie, c'est la meilleure place pour voir les gens qui sont stressés, mais qui ne le savent pas. Ça fait 3 fois que mon cœur arrête de battre parce qu'il est trop sollicité, mais ça doit être parce que les médecins ne sont pas bons. Donc, il y a un pattern qui prend place ici. OK? Et c'est très, très difficile de faire prendre conscience à quelqu'un. Okay? Il faut que idéalement,
c'est comme une grâce, quelque chose qui arrive. Il y a des fils qui se touchent, une connexion qui se fait. C'est quelque chose qu'on peut favoriser. Donc, un bateau à voile, on peut ouvrir la voile, mais on ne peut pas dire au vent de souffler. On peut diriger la voile, mais on ne peut pas dire quelle direction le vent va aller. C'est lui qui décide. Et c'est un peu comme ça, le souffle, c'est-à-dire pour me faire inspirer, il faut juste que je sois dans une bonne posture pour respirer, pour être présent. Ça, pour moi, c'est la base. Puis ça commence par du travail personnel. C'est-à-dire, est-ce que pourquoi, tu sais, la personne qui n'a pas d'intérêt pour le développement personnel ne va pas nécessairement se mettre dans une posture par rapport à ça. Ça peut arriver. OK, j'en ai vu des gens, ceux qui étaient sur leur lit de mort, qui ont eu des prises de conscience de ce qui était vraiment important pour eux dans leur vie. C'est plate rendu là parce que c'est trop tard. Tu peux faire quelques petits gestes, mais tu es à la fin de la route. Mais quand la douleur, quand la souffrance devient suffisamment grande, on peut s'attendre à un changement. Mais sinon, en fait, un de mes mentors disait, il faut que je le dise comme il faut, là, si la douleur de changer est moins grande que la douleur de rester pareil, on peut s'attendre à un changement. Donc, si ça fait moins mal, bouger que de rester assis sur le clou, là, je vais pouvoir me tasser. Et c'est vrai que l'être humain a développé une certaine, comment on va dire ça, il a pris l'habitude de souffrir, il a fait de la souffrance une habitude, quelque chose de normal dans la vie. Finalement, si je suis stressée, ben, c'est normal, c'est la société, c'est la vie qui veut ça, c'est le boulot qui veut ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, la prise de conscience qui me fait dire, mais en fait, pourquoi je stresse, pourquoi je souffre, c'est pas ça. Mon moi profond, qui je suis vraiment, n'a pas envie de souffrir. Mais en fait, on s'est laissé emporter dans un mouvement, le mouvement de la société, de notre collègue, de la société, de ce qu'on voit à la télé, toutes les séries. Hein, les séries, on voit que des trucs, c'est des films d'horreur quelque part, parce que on voit des gens stressés, des gens qui veulent se venger, etc. Donc c'est ça qui attire en plus le public. Quelque chose qui est très très positif. Souvent, les gens vont trouver ça un petit peu mou, un petit peu pas intéressant. Donc ça aussi, il faut changer ce regard-là sur la société. Oui, je crois que c'est parce qu'on va toujours, l'être humain de nature va avoir tendance à préférer une souffrance connue à une souffrance inconnue. Et même parfois, une souffrance connue à un bonheur possible, inconnu. On préfère le connu à l'inconnu. On préfère la sécurité à l'insécurité. Et je pense que d'apprendre à être à l'aise avec le malaise, à être confortable avec l'inconfortable, je pense que c'est une belle compétence. Ça veut dire d'être capable d'accueillir l'autre quand il vit quelque chose. Ça veut dire d'être capable d'aller stimuler ma créativité, mon imagination pour trouver des solutions plutôt que pour trouver qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Et donc, au niveau du mindset, il y a plusieurs petits changements qui pourraient favoriser justement le genre de prise de conscience qu'on parlait. Alors, sans faire un cours de Mind Dojo, quelle clé tu pourrais donner aux gens qui vont regarder cette vidéo? Quelle clé tu pourrais leur donner pour qu'ils se fassent la vie plus facile et avec moins de stress, puisque c'est ça ta spécialité, hein, c'est permettre aux gens de faire plus tout en gagnant en sérénité. En fait, rapidement comme ça, la première chose que je vois, c'est chez les entrepreneurs, il y a plusieurs croyances qui sont limitantes, mais qui sont valorisées par notre système, par la façon qu'on voit les choses. Mais ce que j'aurais envie de dire en ce moment, c'est si tu es la personne la plus importante de ton univers, si tu ne prends pas soin de toi, il n'y a rien qui va bien aller dans ta vie. Si tu ne prends pas le temps de te reposer, de te ressourcer, de faire ce qui t'aime, puis de te reconnecter avec toi sur une base régulière, d'aller faire cette rencontre avec toi-même sur une base régulière, tu vas cheminer dans le flou.
Puis Donc, pas dans un coup nécessairement. toi qui nous regardes, si tu souffres, Mhm. Mhm. demande-toi pourquoi tu souffres et dis-toi qu'il y a peut-être quelque chose de possible ailleurs, quelque chose. Est-ce que toi, tu crois à la puissance de la demande? Alors, demande à l'univers, à Dieu, à qui on veut, à l'énergie. Est-ce que tu crois à la puissance de la prière? Euh, ben, pour répondre à ça, je vais mettre un contexte parce que j'étais instructeur de survie pendant un temps. Donc, j'accompagnais les gens pour la vie en forêt, ces choses-là. Et il y a plusieurs compétences qu'on apprend. Donc, trouver ce qui se mange, faire du feu en frottant des bouts de bois, comment s'habiller, qu'est-ce qui est isolant, etc. Mais ultimement, la compétence la plus importante qu'on peut développer en survie, et je crois que c'est quelque chose qui s'adapte, qui s'ajuste dans la vie, c'est la capacité, c'est la prière en fait. Donc, c'est la capacité à demander. Et ne serait-ce simplement qu'au-delà de la métaphysique des croyances de différentes personnes, simplement de prendre l'habitude de demander, ça nous met dans un mindset de je cherche une solution plutôt que je laisse tout ce qui ne va pas bien m'imprégner. Ne serait-ce qu'au juste au humain à humain, de comment est-ce que mon mindset, mon mental fonctionne, ça nous met dans une meilleure posture pour voir et trouver ce dont on a besoin. C'est génial comme conseil. J'aurais adoré faire des stages de survie dans la forêt avec toi, hein. Tu fais plus ça? C'est quoi? Tu n'en fais plus de ces stages de survie? Aujourd'hui, oui. Avec le COVID, non. Mais normalement, Oui. là, on fait des expéditions en forêt où l'objectif, c'est de faire vivre une expérience de connexion avec soi, avec les autres et avec la nature à des adolescents de Montréal. Donc, j'ai la chance d'avoir une main comme coordonnateur dans ce projet-là. Ah, c'est merveilleux. Et les enfants ont quel âge? Oui. 14 à 16. Comment sont les jeunes justement de Montréal? Est-ce qu'ils se sont des jeunes optimistes qui croient en l'avenir ou quand ils voient justement tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ne serait-ce avec le Covid, mais avec plein d'autres choses au niveau politique, est-ce qu'ils ne sont pas démoralisés, ces jeunes? Comment toi tu les ressens? Bon, déjà, l'échantillonnage qu'on a, ils sont triés, les jeunes qui viennent, qui peuvent faire ces activités-là. Ils sont triés en fonction de leur attitude, de leur mindset, de leur capacité à travailler ensemble, etc. Donc, ceux qui nous arrivent ici ben, ont une excellente attitude. C'est des gens qui s'impliquent dans un programme d'éco-citoyenneté, donc pour apprendre à être des citoyens responsables par rapport à l'écologie. Et ils viennent vivre une expérience pour apprendre à connecter avec ce milieu qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire la nature, parce qu'ils vivent à Montréal. La plupart ne sont jamais sortis de la région de Montréal. Euh, Ça fait qu'ils viennent vivre cette expérience-là et normalement, ils ont des projets, ils ont des idées, sont très enthousiastes par rapport à très enthousiastes et très proactifs par rapport au futur parce qu'ils sont des agents actifs de changement. Ah, ça Alors, c'est beau parce est-ce que que c'est tout Montréal? Je ne sais pas, mais eux, oui. ouais, mais ça c'est beau aussi. J'étais avec une maman il y a quelques jours et elle me disait, je trouve que les jeunes sont un peu mous aujourd'hui. On a l'impression qu'ils font tout au ralenti, qu'ils sont, tu vois, à 3 à l'heure, etc. Elle dit, moi je me rappelle pas quand j'étais jeune avoir été aussi molle. Alors elle dit, je sais que quand on est dans l'adolescence, il y a les hormones, etc. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes? Et toi, en fait, tu n'as pas du tout le même ressenti en fait, avec les jeunes. Toi, tu es avec des jeunes qui sont au contraire très dynamiques. Mhm. Ben écoute, j'ai lu un texte il y a longtemps qui disait quelque chose de similaire comme ça. C'était quelqu'un qui disait on suppose que la jeunesse s'en va aujourd'hui, ils ne comprennent plus nos valeurs, ils sont mous, ils ne fonctionnent plus. Puis le texte, il continue pendant vraiment longtemps. Puis je fais comme ah, ben écoute, c'est comme un parent pas content. Jusqu'à ce que je vois la date, en fait, la date du texte. Et c'est un très vieux texte qui a été écrit, je pense que c'était 2000 ans avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne. Non, Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Et ça pour dire que à chaque génération, souvent, on a l'impression que c'est tout nouveau. Je fais comme, voyons, j'étais pas comme ça dans l'époque, puis c'était différent, cette affaire-là. Mais ce qu'un être humain a changé, oui, l'humanité évolue, mais ultimement,
on a à vivre les mêmes perceptions, les mêmes frustrations, les mêmes étapes de vie d'un moment à l'autre. Parce que, où est-ce qu'elle s'en va, la jeunesse? C'est la fin du monde, etc. Et la jeunesse, elle est toujours là pour être différente. Elle est toujours là Oui, pour créer ce dont on a besoin. Et si la jeunesse, elle est molle en ce moment, je trouve ça bien parce qu'on a une jeunesse qui va trop vite. On a un monde qui va trop vite. Alors, si on a des jeunes qui ne veulent pas travailler puis qui ne veulent pas rentrer dans le pattern des baby boomers du 9 à 5, puis je fais ma carrière toute ma vie à la même place, c'est peut-être parce que ce n'est pas ça être un humain non plus. C'est peut-être parce qu'on a besoin d'avoir un changement à ce niveau. Pour moi, la jeunesse, c'est les agents de changement, c'est eux qui sont là pour pointer et ils vont le vivre parce qu'ils vont refuser de plus en plus de vivre des incohérences. L'humain n'est pas fait pour juste travailler dans une job chiante, désagréable, où ce que je ne m'accomplis pas ouais. pendant la Et pareil majorité de ma dans vie. les vies de famille d'ailleurs. Je reste pas, je vais pas rester avec quelqu'un si ça va pas. Je vais pas Mhm. rester avec quelqu'un juste pour les enfants. J'ai l'impression que la jeunesse aujourd'hui, si on a pu entendre ça de nos parents et peut-être même de ma génération, parce que moi j'ai la cinquantaine, c'était ah bah non, on va pas se séparer parce qu'il y a les enfants. Et aujourd'hui, j'entends pas les jeunes parler comme ça. Et c'est vrai que tu as raison, c'est pas leur rôle en fait de poursuivre des vieilles idées, etc. Et il faut qu'ils amènent quelque chose de différent. Alors c'est vrai que nous, ça nous bouscule quand on les voit parce qu'ils répondent plus à nos normes. Mhm. Parce que c'est leur rôle de bousculer, c'est normal. Mais je pense que pour rebondir sur ce que tu me disais, un des mensonges, si on peut dire, c'est qu'on met tous les œufs dans le même panier quand on parle de couple, enfants, etc. On parle de projet de vie, on parle de faire des enfants, on parle de s'aimer, on parle d'être un ami, puis on s'attend à ce que tous ces rôles-là soient seulement un. Et je pose la question, est-ce que ce serait possible que d'élever des enfants, ce soit un projet, que de trouver l'amour de ma vie, ce soit un autre, qu'avoir un partenaire pour acheter une maison, construire un projet de vie? Peut-être que cette personne-là peut être la même, mais je pose la question, est-ce que ça se peut que ce soit plusieurs projets, mais pas un projet? Et c'est ce qu'apporte aussi le Mind Dojo. Non. Ah, c'est vrai? Non, alors le Mind Dojo, il faut quand même que tu essaies de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Alors, évidemment, on n'a pas le temps hein, de développer complètement, mais vraiment, si je suis un entrepreneur, qu'est-ce que ton cours ou qu'est-ce que ton enseignement va m'apporter de plus que ce qui existe déjà et que je vois par exemple sur Facebook. Alors, on envoie hein, des cours de développement personnel, de mindset, de mental gagnant, de ci, de ça pour les entrepreneurs. Toi, qu'est-ce qui te différencie, toi? Bonne question. Ce qui me différencie, en fait, ce qui va être le plus important, c'est quand tu trouves un coach ou un programme, ce n'est pas le programme en tant que tel. C'est est-ce que je connecte avec la personne? Donc, est-ce que je suis capable de faire confiance à cet individu qui dit vouloir me coacher? Ça, pour moi, c'est le critère numéro un. Ensuite, est-ce qu'il y a les compétences? Oui. Ça va être important. Donc, comme je disais, est-ce que lui est coaché? Ça va te donner un bon indice, savoir s'il est compétent. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Mind Dojo? Ce qu'on offre, c'est une reconnexion à soi parce que la raison pourquoi j'ai parlé de gestion du stress, c'est que souvent, c'est mon côté, moi, je suis intervenant en soins spirituels, donc là, j'ai mon point de vue, j'ai mes lunettes teintées à ma couleur. Quand une personne vit beaucoup de stress, pour moi, c'est très, très souvent, si ce n'est pas tout le temps, un indicateur qu'il y a un conflit au niveau de sa spiritualité. Qu'est-ce que je veux dire par spiritualité? La spiritualité, c'est un englobant. Tout le monde a une spiritualité. Au-delà de tout le monde a des croyances, tout le monde a des valeurs, tout le monde a une identité, tout le monde a un mode de vie, tout le monde a des traditions. Ne serait-ce que d'avoir la tradition de se brosser les dents 2 fois par jour, okay? Ça fait partie de ta spiritualité. C'est aussi simple que dans ces petits gestes-là de ton quotidien. Donc, on va regarder ça ensemble parce que s'il y a un stress, c'est qu'il y a un conflit entre ce que tu es présentement, ce que tu vis présentement et ce que tu veux vivre à l'intérieur.
Donc, entre mes c'est une partie valeurs de et moi. mes croyances et ce que je fais au quotidien, en fait. Oui, exactement. Et si tu n'es pas aligné avec toi-même dans les actions que tu fais, tu vas générer énormément de stress. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ça génère un gros stress, mais qu'on ne sait pas d'où il vient. Ah, Ah, j'avais pas alors, vu beaucoup ça de gens, comme ça. C'est génial. Merci, merci, parce que effectivement, quel meilleur indicateur que ça. C'est si je ne suis pas bien quelque part ou si je ne suis pas bien quand je fais quelque chose, c'est que effectivement, ça ne répond pas à la personne que je suis réellement. Donc, mes valeurs, mes croyances et quelles sont mes valeurs, parce qu'on ne se pose pas forcément la question de se dire un jour, bah, c'est quoi mes valeurs, moi aujourd'hui, je crois en quoi, enfin, très peu de gens, à part avoir eu des prises de conscience, se posent la question, s'arrêtent et se disent OK, c'est quoi mes valeurs? D'ailleurs, puisque tout à l'heure, tu as démarré l'émission en parlant de gens qui sont célibataires, quand deux personnes se rencontrent, on parle rarement de ces valeurs. Souvent, on démarre un couple et on ne sait pas tellement de choses de l'autre, on ne sait pas quelles sont ses valeurs au niveau de l'éducation, on ne sait pas quelles sont ses valeurs au niveau de l'argent, on ne sait pas quelles sont ses valeurs au niveau de la vie en général, parce qu'on n'ose pas se poser ces questions. c'est vrai. Et si on commence quelque chose sur une fondation inconnue, ben, à un moment donné, on va voir le bâtiment peut-être s'écrouler. Peut-être pas si on est chanceux et que ça a donné que c'était une fondation solide, mais Ah ben, c'est merci. l'idée. Ouais. Ben, écoutez, moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand je regarde des émissions, il faut qu'il y ait parfois, des fois, le truc qui me fait vibrer, tu vois. La clé qui va me donner envie ou le mot qui va me faire waouh, mais ça, oui, tu vois. Et ta façon de parler et d'expliquer les choses. En plus, tu es un homme, donc je trouve ça très très chouette que ce soit un homme aussi qui parle de spiritualité, de valeurs, etc. Parce que, comme je le disais, c'est souvent en stage, en séminaire, on voit souvent en majorité des femmes plutôt que des hommes, hein. D'ailleurs, toi, est-ce que tu Mhm. l'as observé aussi? Ben, mon superviseur se faisait un point d'honneur de prendre 50%, 50-50. Donc, il prenait égal hommes et femmes dans chacun de ses stages. Donc, je ne l'ai pas vraiment remarqué, même que dans mes milieux de travail, c'était encore 50-50 pas mal. En même temps, au Canada, vous êtes relativement ouvert depuis peut-être plus longtemps qu'en Europe, hein. Sur tout ce qui est Ouais. spiritualité, développement personnel, nouvelle psychologie. Il y a des choses qui se passent au Canada, hein. Oui, mais en fait, je serais d'accord avec toi dans la population générale, où il y a différentes choses, pression sociale, enseignement, pédagogie, comment est-ce qu'on a construit les choses, qu'est-ce que tu as vécu par rapport aux religieux. On a vécu beaucoup de gens blessés par rapport à l'Église ici, ce qui fait qu'au Québec, on a beaucoup ma religion, ma spiritualité, c'est secret, c'est pour moi, mais j'en parle pas avec les autres parce que ça ne te concerne pas, c'est mon intimité. Donc, on a ces croyances-là qui sont très, très présentes chez les gens qui ont vécu ça difficile. Ne serait-ce que de parler de ses émotions, d'être vulnérable pour un homme, c'est encore très difficile. OK? Parce que, puis même moi, je l'ai vécu des fois, je vais dire aux gens que je suis triste, puis on va me regarder avec mépris. C'est Ah comme, oui. voyons, tu es triste. Tu n'as pas le droit d'être triste. Je dis, pourquoi? Je vis, là. Ils ne vont pas le Donc, dire. ouais, vous n'avez pas le droit de pleurer non plus, les hommes au Canada? Non, non, on a le droit d'être fâché, puis de s'en foutre. Ah ouais. Donc ça aussi, c'est à changer. Ouais, mais même là, je vais ressentir la pression sociale. Tu sais, je veux dire, pleurer en public, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais me laisser aller parce que d'être vulnérable, j'ai encore des résistances. C'est Ouais. pas, c'est très ancré, c'est très fort. Même dans les gens qui sont ouverts et gentils avec toi autour, qui vont t'accompagner, ils vont t'accompagner jusqu'à ce que tu montres un de ces signes-là. Puis là, tout d'un coup, ça va faire réagir leur programmation à eux. Puis Ouais. là, quand ça s'enclenche, il y a des résistances un peu partout. C'est que, Bon, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a un groupe que vous pouvez, que Richard a créé. Le groupe s'appelle Mind Dojo et vous verrez, si vous faites comme moi et que vous faites la curieuse, quand vous écrivez Mind Dojo
sur votre moteur de recherche, il n'y a pas grand-chose qui sort. Un article en anglais, j'ai vu, sur le Mind Dojo, mais donc c'est vrai que ça reste encore, c'est quelque chose de très nouveau. Et pour les gens qui ont envie d'en savoir plus, est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des lectures que tu pourrais leur suggérer? Ben écoute, le Mind Dojo, ça fait quoi, 1 an que ça existe? Pas plus. Des articles, je ne sais pas si c'est le même Mind Dojo. Moi, mon objectif, c'était de créer un écosystème. Est-ce que des livres? Je n'ai pas écrit de livre encore. Si les gens veulent apprendre à connaître, à savoir qu'est-ce que c'est, s'ils ont des questions par rapport à leur développement, si quand je parle de stress existentiel, ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui résiste, que ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété, on peut avoir la conversation, voir est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Où est-ce qu'on en est? Donc, ça, c'est dans le domaine du possible. Le plus simple, c'est simplement de venir dans le groupe, de partager, de dire bonjour aux gens, puis de voir qu'est-ce qui ressort. Bon, Puis on très pourra bien. avoir une conversation parce qu'on n'a pas de touristes, on a juste des gens avec des relations humaines dans le même. Voilà, et je mettrai tous les liens utiles de toute façon sous cette vidéo. Richard, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant de se quitter? De rajouter quelque chose. Ben écoute, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce temps-là avec toi. C'était bien, c'était très plaisant de voir. J'aime toujours ça, quand même des collaborations Québec-France, d'avoir les deux points de vue. Pour moi, c'est toujours très valorisant. Et en plus, moi, j'ai non seulement le côté européen, mais j'ai aussi le côté polynésien, parce que je suis en France depuis que 6 ans. Et avant, enfin, moi, j'ai vécu toute ma vie dans le Pacifique, dans les îles. OK. Donc, c'est encore un autre état d'esprit. Tu vois, ça va être mon sourire, ma fleur, c'est ma signature des îles, ça. C'est quand je suis arrivée à Paris, je regardais les gens, je leur disais bonjour, je souriais, et puis j'ai très vite arrêté parce qu'en fait, personne ne regarde personne à Paris. C'était pas que moi, hein. C'est comme ça. C'est quand, Ah oui? ah oui, dans le OK. métro, par exemple, à Tahiti, si on est dans un bus, tout le monde va se regarder et se dire bonjour, même si on ne se connaît pas, on se fait un petit signe comme ça de la tête ou juste de la main. Et dans le métro, à Paris, ou même dans le bus, hein, si on regarde quelqu'un, il doit sentir qu'on le regarde, et ben, il ne va pas lever les yeux. Et donc, c'est très, très rare de croiser un regard de quelqu'un et juste de faire un sourire. OK. Tu vois? Ah, ben écoute, Et puis je moi, savais j'avais pas. un ami qui m'avait dit, et puis bon, évite de sourire aux hommes, parce que sinon, ils pourraient croire que c'est une invitation, alors qu'à Tahiti, tu peux sourire à des hommes. Voilà, c'est pas, tu dis bonjour, quoi, tu vois, et Oui, il y c'est a ça, tout. c'est tout à fait demain. Oui, c'est ça, il y a pas d'invitation particulière, il n'y a pas genre suis-moi. Donc ça, c'est aussi, OK. mais après, on s'adapte, hein, on est des êtres humains, il faut s'adapter partout. Et puis là, maintenant, je Ben suis oui, en ben Bretagne, oui. c'est encore différent. C'est pas tout à fait Paris. Paris, c'est la grande ville. La Bretagne, c'est déjà un peu plus, c'est un endroit un peu plus privilégié. On arrive à se dire bonjour, à se sourire avec les gens, c'est très, très chouette aussi. Donc, quand il y La aura Bretagne, c'est vraiment un endroit qui. eh ben, quand il y aura, parce que moi, normalement, j'organise aussi des conférences ateliers dans le développement personnel, mais pas que. Moi, le thème des conférences que j'organise, c'est dans la connaissance de soi, du monde. Et ben, le jour où on pourra, parce que bon, évidemment, avec la situation sanitaire actuelle, c'est vraiment impossible de faire des plans, mais le jour où on pourra, eh bien, si tu as envie de venir en Bretagne, tu es le bienvenu. Ben, c'est ce que j'allais dire. J'ai toujours été attiré par la Bretagne comme un endroit que je sais pas, j'ai peut-être du sang breton quelque part, mais il y a quelque chose qui m'attire d'aller le visiter. C'est que oui, ce sera avec plaisir que je venais passer faire Eh un ben, tu tour. es le bienvenu. À Yes. bientôt alors. Oui, ben oui, après le COVID. D'ici 3 ans, 3, 4 ans. Là. Oh non, non, moi je veux être plus optimiste. Oui. Merci Oui, Richard. oui. Plaisir. Yes.